Voilà, notre second invité, et si je dis second et pas deuxième, c'est que ce sera le dernier pour aujourd'hui, pas pour la semaine, puisque évidemment tous les jours, cette matinale vous offre des grands angles avec des experts, des spécialistes pour éclairer la situation. Bonjour Finandrine, analyste politique, et bienvenue donc dans cette matinale de géopolitique profonde. Ah, Fine, est-ce que il y a un décalage? Bonjour, est-ce que vous m'entendez, Finandrine? Oui, je vous entends, Nicolas. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci. Ça va? Dans cette matinale, donc on est content, on vous a déjà eu dans des formats tels que les formats des plateaux avec notre ami Laurent Arthur Duplessis. Tout à fait. C'est en général le vendredi ou le samedi. Et puis, on vous a aussi dans les formats du samedi matin sur Radio Courtoisie. C'est déjà arrivé à 2 ou 3 reprises. Le libre journal de géopolitique profonde de 9h à 10h30 tous les samedis matins. Et je crois qu'il vous manquait, eh bien, il nous manquait de vous avoir dans une matinale. Et notre boucle, en tout cas la mienne, sera bouclée par rapport à vos interventions sur géopolitique profonde. Avec François Martin, nous avons été sur des conceptions à la fois précises et générales, mais j'aimerais aborder avec vous des éléments factuels, profiter de votre analyse, de la précision de vos analyses sur quand même cette situation à l'est de l'Europe. Qu'est-ce que la toile s'enflamme sans arrêt, les chaînes d'infos en continu sont en panique, on est à 2 doigts à chaque fois de la guerre nucléaire, on tient des propos, on ne sait pas, alors en fait ce sont des décisions qui seraient des décisions éminemment politiques ne sont pas assumées par les pouvoirs politiques, ce sont les médias, le Wall Street Journal par exemple, le New York Times, pardon, et puis c'est contredit par le Time. Est-ce qu'on a autorisé dans la profondeur et jusqu'à quelle distance? Le silence, le Pentagone qui ne confirme rien, Macron qui aboie tel le caniche de son maître, comme le dit François Martin, et qui trouve que tout acte belliciste est un acte positif. Hein, l'Europe de la paix devient l'Europe de la guerre. Tout ça dans le brouillard de la guerre, et sans qu'on y comprenne réellement quelque chose et savoir quelles pourraient être les conséquences de ce qui se déroule actuellement. Donc j'aimerais que vous nous éclairiez un peu, Finandrine, déjà sur factuellement les derniers événements, tir de Storm Shadow, on dit que des avions stratégiques russes seraient sur le point de décoller et de raser Kiev, ou presque. Où en sommes-nous, Finandrine, de cette situation? Oui, donc bonjour Nicolas, donc ravi d'être ici avec toi sur la matinale. Effectivement, c'est difficile de vraiment comprendre ce qui se passe parce qu'il y a énormément de désinformation venant aussi du côté occidental et il y a aussi beaucoup de choses qu'on nous cache, qu'on cache au public, alors que en réalité c'est de l'intérêt public. Donc ça, c'est ces deux aspects-là qui rendent la chose quand même très compliquée. Mais J'écoutais tout à l'heure, donc juste à l'instant, François Martin qui parlait de la situation à l'intérieur des États-Unis, et je pense que c'est très juste. Il faut intégrer un aspect de politique interne, parce qu'il y a clairement des raisons politiques internes états-uniennes aux décisions qui viennent d'être prises. Mais revenons un petit peu, donc, si on prend un peu de distance, on voit que les États-Unis ont une politique étrangère belliciste, on le sait, depuis même des décennies. Ceci n'est pas, disons, uniquement concentré sur le Parti démocrate, pas du tout. Nous nous rappelons, et c'est là où j'aimerais peut-être faire un petit bémol par rapport à ce que disait François Martin, parce que les républicains ont eu leurs difficultés également par le passé. Ils ont été très bellicistes aussi avec des néoconservateurs qui faisaient partie du gouvernement de George W. Bush, par exemple. Donc dire que c'est le crépuscule du Parti démocrate maintenant et que nous arrivons à une nouvelle ère,
Je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire, parce qu'il y a eu par le passé beaucoup de différences entre les deux parties. Voilà. Mais ce Vous ne qu'on croyez peut... pas, Finn, vous ne Ouais. croyez pas, Finn, que le MAGA, le Make America Great Again, la révolution MAGA au sein du Parti républicain, initiée par Donald Trump, pour vous, n'est pas encore définitivement installée? Il pourrait y avoir un retour en arrière? Je pense que d'un point de vue du gouvernement et disons, de la réforme gouvernementale et l'efficacité accrue gouvernementale que veulent instaurer donc les différentes personnes comme Elon Musk et Vivek Ramaswamy, avec également Tulsi Gabbard, je pense que là, il y a une vraie volonté. Donc, à voir s'ils vont réussir, parce qu'ils ont devant eux un mastodonte qui ne va pas se laisser réformer si facilement. Je pense qu'ils ont peut-être une tendance à sous-estimer le travail qui se trouve devant eux. Elon Musk n'a pas beaucoup d'expérience de travailler dans des organisations étatiques qui sont quand même très différentes, des bureaucraties. Vivek R n'a aucune expérience pratiquement gouvernementale ou politique du tout, parce qu'il a également une expérience dans le privé. Donc, ils sont pleins de bonne volonté. Effectivement, la volonté, elle est aussi très importante, mais attendons de voir, parce qu'évidemment, il va y avoir de très, très grandes résistances administratives et bureaucratiques par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Donc, on va voir. Par contre, en ce qui concerne la politique extérieure, on voit très bien le positionnement de l'administration future Trump en ce qui concerne le Moyen-Orient, qui est aussi belliciste, du moins sur la surface, on va voir, mais aussi belliciste que l'administration Biden, en ce qui concerne l'approche vers l'Iran, l'approche très positive vers Israël, alors qu'il y a un génocide qui est en cours quand même, et je ne le dis pas à la légère. Donc, il faut prendre cela avec des pincettes. Je pense que Trump il sous-estime la complexité de résoudre le problème russo-ukrainien. Évidemment, je pense que le problème de résolution complète de paix au Moyen-Orient est encore plus difficile, hein, puisque voilà, on n'a pas besoin peut-être d'entrer dans ce problème-là, dans ce sujet-là, mais vu la position de la Russie aujourd'hui et vu leur position, donc non seulement politique, mais affichée et militaire, ça va être très compliqué pour Trump de résoudre le conflit en 24 heures. Si c'est ce qu'il pense réellement, je pense qu'il va y avoir une très grosse surprise. À moins qu'ils disent, OK, nous allons accepter toutes les conditions que demande la Russie. Et je ne vois pas Trump accepter cela. Même Trump, je vois mal Trump accepter cela parce qu'il a une certaine vision des États-Unis, pour paraphraser donc De Gaulle, et j'ai du mal à croire, et on va lui chuchoter à l'oreille qu'il ne faut pas que tu cèdes sur ci, il ne faut pas que tu cèdes sur cela. Donc, je pense que il sous-estime cette complexité. Les Russes, d'ailleurs, j'ai écouté pas mal d'entretiens de Russes récemment, des Russes d'un certain niveau, militaire et politique. Les Russes n'ont aucun a priori sur Trump. Hein. Ils ne pensent pas du tout que ce sera peut-être plus simple avec Trump. Ils attendent et ils vont voir. Ils ont une tendance à regarder Trump comme quelqu'un qui sous-estime les difficultés de négociation entre États. Trump, c'est une personne, et c'est tout à fait correct, je pense, cette position russe, hein, c'est que Trump, c'est une personne qui même aujourd'hui, après 4 ans à la Maison-Blanche, il estime que la négociation entre États, les négociations politiques, sont pratiquement identiques à des négociations entre entreprises, des négociations pour faire un deal. Donc là, je pense que Trump se trompe. Et parce que la nature des négociations entre États est très différente. C'est pour ça que les Russes sont ils attendent de voir. Ils ont quand même tendu la main vers Trump avec Poutine qui a donné un certain nombre qui a fait un certain nombre de commentaires envers Trump. Il lui a félicité sa victoire. Il a dit qu'il est toujours prêt à parler. Donc voilà, les Russes sont en attente, mais ils n'ont pas, disons, d'expectatives particulières. Ils sont en attente. Évidemment, maintenant, nous sommes dans ces 2 mois avant
la prise de ses fonctions. Et donc, ce sont 2 mois, évidemment, qui vont être assez compliqués. On le voit maintenant avec ce qui se passe. Donc, pour revenir un petit peu à la situation, je pense Alors que… justement, Oui, oui, peut-être qu'en effet, ils n'attendent pas grand-chose de Trump, mais en tout cas, ils voient ce qu'ils voient de ce qui est en train de se passer actuellement, et des tout à fait. provocations, et des autorisations, et de l'usage de missiles sur le territoire russe. Ça, c'est quand même… C'est J'ai ça. l'impression que dans nos milieux, il y a une tendance en permanence, là, lorsque nous étions loin de toute confrontation, on disait c'est grave, ce sont des apprentis sorciers, et maintenant qu'on se rapproche de la confrontation, on tend systématiquement à relativiser. Bon, Oui, je pense qu'il faut déjà la chaîne de décision, c'est celle-là qui est quand même pas claire. ouais, Parce que nous savons depuis cet été que le Pentagone n'était pas en faveur de ces tirs de missiles et que le département d'État avec Anthony Blinken était en faveur. Anthony Blinken, donc le ministre des Affaires étrangères, était en faveur. Ça, c'était reporté par les journaux, les médias américains. Et ce qui s'est passé cet été et en septembre, c'est que la décision de tirer des missiles en profondeur n'a pas été prise finalement parce que le Pentagone a eu le dessus sur le département d'État auprès de la Maison-Blanche, du bureau ovale. Et, euh, et donc, en même temps, à ce moment-là, Trump est sorti pour dire que des missiles envoyés en profondeur seraient considérés dans ce cas comme, disons, une entrée en guerre contre la Russie de la part des pays occidentaux qui étaient derrière. Donc ceci a calmé les ardeurs un petit peu, mais je pense qu'il y avait toujours un plan de la part du bureau ovale, parce qu'il ne faut pas oublier que Biden est un néoconservateur, hein, et de la part du département d'État, de néanmoins donner cet accord, mais ils allaient, disons, prendre leur temps. Ils allaient donc monter toute une histoire concernant, par exemple, les troupes coréennes. Les troupes coréennes, à mon avis, c'est une histoire montée. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune confirmation réellement de ces troupes. Il y a effectivement des troupes, des soldats coréens, nord-coréens, donc en Russie, mais il n'y a rien qui prouve que ces soldats sont engagés ou même qui sont dans la région de Koursk. Donc, je pense que là, il y a une histoire qui a été montée. On voit le déluge d'informations autour de ces troupes nord-coréennes et c'est potentiellement quelque chose qui a été préparé pour non seulement donner à Zelensky une espèce de raison pour la difficulté que l'Ukraine vit maintenant à Kursk, mais également pour donner quelque part une excuse ou une raison pour tirer ces missiles en profondeur. Parce que vous souvenez, la raison qui a été donnée, c'était le niveau de menace est élevé maintenant, est vraiment élevé, ça change tout. L'arrivée de 10 000 troupes coréennes, ça change tout. Donc maintenant, il faut donner à l'Ukraine la possibilité de se défendre et de tirer en profondeur. Mais vous avez noté que les premiers tirs qui ont eu lieu donc, il y a 2 jours n'ont même pas visé Kursk. Ils ont visé Briansk, apparemment parce que à Briansk, il y a beaucoup moins d'armes antiaériennes ou de systèmes antiaériens russes, moins que Kursk, et qu'apparemment, on souhaitait des résultats. Donc, on est dans la communication, on est dans la politique, parce qu'on sait très bien que ces missiles ne vont pas fondamentalement changer le cours de la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui a été confirmé aussi par de nombreux experts occidentaux. Il y a déjà les capacités russes sont conséquentes. Les Russes se préparent depuis longtemps à cela. Le nombre de missiles est quand même très limité. Il y aura pratiquement plus d'ATACMS ou de Storm Shadow qui seront envoyés en Ukraine parce qu'il y a un défaut de stock et les quelques stocks qui existent doivent être préservés côté occidental. Ça, c'était également, ça, ce sont des informations aussi qui viennent du côté occidental. Donc, on dit que les Ukrainiens ont à peu près 50 missiles ATACMS, peut-être qu'ils recevront encore quelques missiles, mais dans le dernier paquet d'aide qui a été fourni, il n'y avait pas de missiles ATACMS. Donc, s'ils en ont 50, et si cette information est vraie, ils en ont tiré 6, donc plus de 10%,
sur une région qui s'appelle Briansk, qui n'a absolument aucune importance stratégique dans cette guerre, et ces 5 ou 6 missiles ont été tous éliminés ou détruits par les Russes. Donc, on pourrait croire que s'il y avait une vraie raison militaire ou stratégique d'utiliser ces missiles, ils les auraient utilisés sur, par exemple, des lignes d'approvisionnement ou sur des concentrations de troupes russes à Donbass ou dans le sud de l'Ukraine. Mais non. Et je pense que donc une des raisons, c'est politique, donc rendre la situation extrêmement compliquée pour Trump. Et au niveau politique ukrainien, c'est remonter le moral des troupes ukrainiennes. Évidemment, le moral des troupes ukrainiennes a été très augmenté. Donc, est-ce que ça va durer? Peut-être pas, mais on voit bien qu'il y a certaines raisons politiques. Et évidemment, Zelensky, son but final, c'est de faire entrer réellement l'Occident dans cette guerre avec des troupes au sol. Et effectivement, il y a des personnes en Occident qui sont de cet avis. Si on regarde les annonces de Keir Starmer, c'était quand même hallucinant. On lui a posé la question il y a... Les ministres britanniques. Oui, le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Une journaliste lui a posé la question, mais monsieur, est-ce que vous n'avez pas peur d'une guerre nucléaire auquel serait soumis le peuple britannique? Et il n'a même pas répondu à la question, il a simplement répété le mantra, il faut soutenir l'Ukraine autant que possible. Et c'est quand même surprenant quand on lui pose une telle question, on lui a répété l'aspect de menace nucléaire. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a des politiques en Occident qui toujours ne peuvent pas accepter une victoire russe, même si elle est pratiquement inéluctable, hein, mais ne peuvent pas l'accepter, ils veulent donc surenchérir. Et je pense qu'ils jouent gros, parce qu'ils jouent sur l'idée que les Russes sont très rationnels, et ils le sont. Ils ne vont jamais tirer une arme atomique en premier. Et c'est la doctrine russe, même si la doctrine russe, effectivement, a été modifiée juste il y a 2 jours, pour dire que une arme nucléaire russe pourrait être utilisée dans le cas où une arme conventionnelle est utilisée par un pays tiers qui ne possède pas une bombe nucléaire, mais qui est soutenue par une puissance nucléaire. Donc, mais cela n'a pas l'air de dissuader l'Occident. C'est ça qui est quand même surprenant. Ni Macron, ni tous les autres dirigeants occidentaux, ils n'ont pas l'air d'être dissuadés par cela. Et l'objectif initial de Poutine, c'était de dissuader, justement. Il a indiqué en septembre qu'il pensait changer la doctrine, juste pensait. Et ça, ils estimaient que cela allait être suffisant pour calmer les ardeurs occidentales. Finalement, ça n'a pas été suffisant. Et donc, après la première attaque, tout de suite après, Poutine a signé le document. Donc, ce n'est pas une coïncidence, il a signé le document pour confirmer à nouveau que cette doctrine militaire au nucléaire russe a changé. Et ceci, ce n'est pas parce que les Russes veulent utiliser une bombe nucléaire, ils savent très bien quelles seraient les conséquences, mais c'est pour à nouveau dissuader les Occidentaux. N'allez pas plus loin. Et donc, ça n'a pas l'air de marcher. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes vont devoir riposter, également pour des raisons politiques internes, et même pour l'armée russe, qui est en train quand même de faire un sacré boulot, de se sacrifier aussi en Ukraine, et la population russe. Il va y avoir une riposte. Il va y avoir une riposte. Alors, parce que voilà, moi, ce que j'aime quand même dans l'analyse, c'est la logique. Et en fait, on a l'impression en permanence qu'actuellement, il y a un joueur irrationnel dans les conflits. Netanyahou en Israël, pour le Proche-Orient, et certains Occidentaux dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et on essaie toujours de remettre de la logique, c'est évident, sachant que l'acteur en face est logique. Mais alors, est-ce qu'on est sur une stratégie inversée du fou on connaît les stratégies du faible au fort, les stratégies du fou au rationnel. Est-ce que l'Occident joue cette stratégie en disant, par exemple, quand Macron parle il a une formule qui n'appartient qu'à lui,
sur le côté sur sa stratégie. Il faudrait que je retrouve. J'ai retrouvé le nom que j'ai employé plusieurs fois, mais là la fatigue commence à me prendre. Comme quoi, en tout cas, sa dissuasion, il y a quelque chose qui est en suspens, qu'on ne peut pas savoir quelle va être la réaction. Le nom va me revenir. Est-ce que ça, c'est pas la stratégie du fou que joue aujourd'hui l'Occident en disant bah, retenez-moi ou je fais un malheur ou... Je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est difficile à comprendre. Je pense que nous sommes dans une situation où les politiques ont le mot final, et c'est normal puisque ils ont un ascendant sur le militaire. Vous aurez noté que même aujourd'hui, le Pentagone n'est pas en faveur de ces frappes, mais néanmoins, elles ont eu lieu. Vous avez noté que Lloyd Austin, qui est le ministère de la Défense, qui chapeaute tout le Pentagone, il n'a absolument rien dit. Il n'y a aucune annonce, aucune déclaration de Lloyd Austin. Donc le silence est très parlant. Ça veut dire que le Pentagone et Lloyd Austin n'est pas en faveur de cela, mais aujourd'hui, évidemment, Lloyd Austin ne va pas contredire son chef. Et je pense que probablement Macron et Keir Starmer, donc au Royaume-Uni, reçoivent des conseils similaires, mais qu'il les balaye d'un revers de main pour des raisons psychologiques que nous allons peut-être pas trop analyser non plus, mais ceci dit, je pense que l'Europe est devenue plus belliciste car elle est beaucoup plus proche aujourd'hui des États-Unis. Elle a choisi son camp, elle est pratiquement assujettie aux États-Unis d'un point de vue de politique étrangère. Donc, forcément, elle doit prendre le même rôle que les États-Unis. Et ceci me rappelle un petit peu, vous savez, lors de la guerre en Syrie. À un moment donné, Obama, c'était en 2011, je pense, était sur le point d'attaquer la Syrie directement. Et je me rappelle que la décision avait pratiquement été prise, mais Obama ne l'avait pas tout à fait prise. Et Hollande, qui était président à l'époque, il s'est immédiatement déclaré en faveur d'un bombardement massif de la Syrie en mettant à disposition des États-Unis ses avions. Je ne me rappelle plus si c'était des Rafales ou des Mirages, mais et donc ça montre bien que déjà en 2011, la France, est-ce que la France avait fait une analyse stratégique et réellement de comprendre est-ce que c'était l'intérêt de la France? Mais la France s'est rangée aveuglément aux côtés des États-Unis pour bombarder un pays souverain. Ça, c'était Hollande en 2011. Donc c'était il y a 13 ans. Et en fait, finalement, Obama, qui était quand même un peu plus rationnel, il savait gérer les risques. D'ailleurs, il a géré les risques en Ukraine. Il a toujours dit en Ukraine que la Russie a toujours une domination de l'escalade. Il y a toujours une étape supérieure en Ukraine où peuvent aller les Russes et les Américains ne pourront pas suivre. Donc, l'Obama avait déjà compris. Et c'est pour ça qu'Obama, en Syrie, il a finalement demandé au Congrès d'approuver cette initiative parce qu'effectivement, selon la Constitution américaine, le Congrès doit voter en faveur d'une déclaration de guerre ou bien d'une entrée en guerre des États-Unis dans un théâtre de guerre. Et là, finalement, le Congrès a voté non et Hollande s'est retrouvé un petit peu dans l'embarras parce qu'il avait déjà donné son go, il y avait des Rafales qui étaient prêts à partir sur les pistes d'atterrissage, sur les pistes de décollage. C'était absolument dantesque. Et donc ça montre bien que déjà en 2011, cette attitude française, elle existait déjà. Et n'oubliez pas aussi le rôle du Royaume-Uni lors de la guerre de l'Irak, avec Tony Blair, qui même encourageait Bush pour aller attaquer un pays souverain, notamment donc l'Irak de Saddam Hussein, alors qu'il n'y avait aucune approbation dans le Conseil de sécurité. Donc on voit bien que déjà, il y a 15 et 20 ans, les Anglais et les Français qui ont les pouvoirs militaires les plus avancés ou les plus forts en Europe étaient déjà très bellicistes, très aux côtés des États-Unis pour essayer d'asseoir cette domination occidentale. Et là, je reviens à ce que disait François Martin. Nous sommes et ce que disait d'ailleurs Xavier Moreau.
Je l'ai écouté sur votre chaîne c'était hier ou Hier, avant-hier? hier, hier. Hier, et il disait justement, nous sommes dans le crépuscule et le paroxysme de cette, euh, de cette hégémonie voulue ou prétendue occidentale. Et donc, nous voyons des décisions qui sont totalement, disons, illogiques quelque part, parce qu'ils vont même à l'encontre de leur propre intérêt. Le Sud global, maintenant, est quelque part choqué par ce qu'est en train de faire l'Occident. La position de l'Occident, elle est choquée. Donc, le Sud global est encore une fois confirmé dans son appui envers la Russie, envers le monde multipolaire, envers les BRICS. Et s'ils restent neutres, ils sont contents de ne pas avoir pris la position américaine. Donc, oui, je reviens à ce que disait Xavier Moreau. Nous sommes dans un basculement et dans le crépuscule, et c'est un vrai paroxysme qui a lieu. Peut-être que Alors, ça va le 20 janvier, effectivement. j'ai retrouvé la formule de Macron, qui est un délire, à mon avis, pur, qui est l'ambiguïté stratégique. Ah oui. Qui d'ailleurs contrevient à certaines règles fondamentales que j'ai beaucoup étudiées à une époque de la dissuasion nucléaire, qui est que lorsque vous êtes... Alors, ça va bien avec le personnage, hein, l'ambiguïté, ça ne fait aucun doute. Mais appliqué à de la stratégie nucléaire, parce que ambiguïté stratégique, le mot stratégique, quand il est employé dans ce sens-là, c'est de conflit stratégique et donc de l'aspect de l'engagement nucléaire. C'est souvent très dangereux parce que si vous avez en face quelqu'un qui a une grande puissance nucléaire et que vous avez en face de lui quelqu'un qui joue la stratégie du fou au fort, avec son ambiguïté stratégique, ça peut fort mal se terminer et il peut à ce moment-là frapper préventivement parce qu'il considère qu'en fait, il ne sait pas du tout ce que l'autre en face est capable de faire, et que là, contrairement au bon, la brute et le truand, on n'est pas sur un jeu à trois, Macron. On n'est pas dans le en même temps, là, c'est en face à face à un moment donné que ça se joue, ce genre de choses. Et là, c'est le premier qui dégaine qui gagne. Et on n'est pas sur une stratégie où celui qui tire, on connaît, hein, et en jeu de stratégie, c'est absolument, ce western spaghetti est extraordinaire, le bon, la brute et le truand, lorsque finalement, l'un ayant dans la nuit désarmé l'autre, il va gagner parce qu'il a une information que les autres n'ont, que l'autre n'a pas. Et là, c'est absolument. Sinon, c'est injouable comme stratégie, la stratégie à trois. Bah, c'est un petit peu comme. Est-ce que les informations sont sûres? Je vois dans le chat telle grande connaisseuse, experte de la géostratégie dit il y a 50, ils ont 50 attaques MS. Est-ce que ça c'est... Comment peut-on savoir ce genre de choses-là d'ailleurs quand on n'est pas normalement quelqu'un qui est directement aux affaires? On Je sait pense ce qu'il en est réellement? on peut pas confirmer à 100%, mais on a certains indices quand on voit ce qui a été envoyé. Il y a des choses publiques, il y a aussi des informations qui fuitent du côté ukrainien. Donc, il y a des déclarations aussi des différents partenaires. Donc, voilà, on ne peut pas savoir à 100%, mais il y a quand même des éléments qui montrent qu'il ne peut pas y en avoir beaucoup. J'aimerais juste ajouter un point, c'est que, Allez-y. alors d'abord, l'ambiguïté stratégique, effectivement, ça existe, mais dans ce cas, il ne faut pas le dire ouvertement. Non. Justement, le point de l'ambiguïté stratégique, c'est que on ne dit rien et on laisse l'adversaire essayer de deviner, de ne pas savoir ce que nous allons faire, mais on ne déclare pas je veux introduire de l'ambiguïté stratégique. Et ça, c'est incroyable, quoi. Mais ensuite, effectivement, ces missiles avaient déjà été tirés. Le ministère de la Défense russe, je pense, a déclaré avoir détruit ou avoir indiqué que les Ukrainiens ont tiré plus de 200 missiles ATACMS sur la Crimée, sur le Donbass, ces derniers 2 ans à peu près. Et la grande majorité ont été détruits. Pas tous, oui, il y a eu certains bâtiments, certains dépôts en Ukraine, par exemple, en Crimée, qui ont été détruits. Mais la grande majorité a été détruite. Donc ça montre à nouveau que, en fait, il y aura très peu de dommages, très peu de difficultés pour les Russes militairement, mais nous revenons à cet aspect de
il faut que les Russes répondent. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient répondre, ils ont dit que c'est une ligne rouge. Ils ont répété cela maintenant avec Lavrov, avec Madame Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Moscou. Donc, ils vont répondre parce que les Russes ne bluffent pas. Et c'est ça que les Européens et les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. C'est des joueurs d'échecs, c'est pas des joueurs de poker. Quand ils disent quelque chose, eh bien, ils vont le faire. Et c'est ça même, la dissuasion même est basée sur cela. C'est qu'on fait ce qu'on a dit. Si vous faites cela, eh bien, nous allons répondre de cette manière. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils ont même dit qu'ils vont répondre publiquement, que ça va être quelque chose qui va être aussi visible, parce que nous sommes dans une situation suffisamment sérieuse que les Russes ne peuvent pas se permettre uniquement de répondre par des opérations qui ne seront pas publiques ou pas rendues publiques. Donc, ils vont le faire aussi, peut-être au Moyen-Orient, on verra, ou on ne verra pas, parce que peut-être qu'on n'aura jamais cette information, ou uniquement dans plusieurs années, on ne peut pas savoir. Mais néanmoins, ils vont répondre probablement d'abord en Ukraine, parce que quelque part, c'est aussi l'Ukraine qui est impliquée, et le théâtre est en Ukraine, et cela peut concerner aussi des civils ou des militaires ou des conseillers occidentaux en Ukraine. Les Russes savent très bien qu'il y en a, oui. Et ils ne les ont pas toujours ciblés. Non. Quand ils étaient dans des rôles non militaires et non engagés, il y a beaucoup de conseillers, de mercenaires et d'autres instructeurs de tout un tas de pays, mais également évidemment des États-Unis, qui sont sur sol, qui sont sur place en Ukraine. Et il est tout à fait probable que les Russes sont conscients de ces présences-là et ils vont aussi commencer à cibler de manière très légitime, quelque part, ce personnel-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, probablement, qu'il y a un nombre de Ils ont fermé les ambassades. Oui, qui ont dit qu'ils vont fermer les ambassades, que les ambassades à Kiev sont déjà fermées. Donc, que préparent les Russes? Eh bien, on n'a aucune idée. Il n'y a pas de fuite. On ne sait pas. Il n'y a pas quelles sont les hypothèses? Il n'y a pas de fuite aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Je pense qu'ils vont peut-être continuer leur attaque sur le système électrique, parce que le système électrique, quelque part, s'il est détruit, évidemment, ça va rendre la vie très compliquée pour les Ukrainiens, mais ça va peut-être quelque part aussi, disons, accélérer l'écroulement de l'armée ukrainienne, parce que ils vont être complètement dépendants de groupes électrogènes. Et certaines usines militaires ou beaucoup de choses qui utilisent l'électricité ne vont pas pouvoir fonctionner. Et donc, ça va accélérer. Et en même temps, il faut aussi que le peuple ukrainien se réveille un petit peu. J'ai vu des sondages qui montrent que la quantité d'Ukrainiens ou le pourcentage d'Ukrainiens qui sont en faveur de négociations immédiates pour arrêter la guerre ne cesse d'augmenter. Mais donc, voilà, ce pourcentage-là a augmenté petit à petit au fil du temps, mais en ligne droite, quoi, depuis mars 2022. Voilà. Donc, mais maintenant, nous sommes à peu près encore, je pense qu'à 35 ou 40% des Ukrainiens uniquement qui répondent comme ça. Donc, nous ne sommes toujours pas à une majorité d'Ukrainiens qui souhaitent un arrêt de la guerre immédiat avec des négociations. Et malheureusement, cet arrêt ne va pas avoir lieu immédiatement parce que les Russes sont quand même des conditions assez dures maintenant. Voilà. Mais, donc, je pense que c'est difficile à prévoir. Les Russes aiment être imprévisibles, mais il y a effectivement beaucoup de rumeurs qui circulent. On verra dans les jours qui viennent. Ils vont préparer. Une chose que j'aimerais noter, c'est que Poutine n'a rien dit. Et vous vous rappellerez que pendant les jours très, très difficiles ou très sérieux du Maïdan, c'était en février 2014, oui. Poutine était revenu, il y avait les Jeux Olympiques en Chine, et Poutine était là-bas. Donc, ça a été une opération montée lorsque Poutine était en Chine. Je pense que c'était Medvedev qui était président, d'ailleurs, à cette époque, mais Poutine était en Chine en tant que Premier ministre à l'époque. Mais néanmoins, il n'y a eu aucune déclaration du Kremlin pendant une dizaine de jours. Et pendant ce temps-là, toute l'opération
de la prise de la Crimée, ou disons des préparatifs pour un référendum en Crimée, étaient en cours de préparation. Mais il n'y avait aucune communication du Kremlin pendant assez longtemps. Et Oui, maintenant, l'inverse de ce que les Occidentaux font, où on passe notre temps après à annoncer ce qu'on ne fera des fois même pas. Mais bon. c'est ça. Et donc, nous sommes peut-être dans un moment similaire, et ça montre bien à quel point les Russes prennent ceci au sérieux, parce qu'il n'y a eu pratiquement aucune déclaration, à ce que je sache. Peut-être Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, a dit certaines choses, mais il n'y a eu pratiquement aucune communication du Kremlin depuis que ces attaques ont commencé. Et ça montre Et bien par contre, que... les informations sur les réseaux ne sont pas sont diffusées. Hein. Il y avait, j'observais tard hier soir les images et le son surtout des missiles Storm Shadow qui s'abattaient Oui, tout à sur le fait. territoire russe. Et ça, c'est montré. Donc, on ne cherche pas en plus à le cacher, comme si on On ne voulait cherche pas à d'ailleurs le côté cacher. russe. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que les Occidentaux ne souhaitent pas démentir le fait que ces missiles nécessitent l'appui et l'application directe Oui. des Occidentaux afin d'être lancés, que les Ukrainiens ne peuvent pas les lancer eux-mêmes. Cela a été dit à de nombreuses reprises dans les médias. Scott Ritter et beaucoup d'autres experts n'arrêtent pas de le dire, mais cela n'a jamais été démenti. Donc, quelque part, les Occidentaux assument le fait qu'ils sont maintenant C'est eux qui quelque tirent part. sur le territoire russe. Est-ce que les Occidentaux le voient comme une ligne rouge franchie? Non, apparemment non, mais ils devraient, parce que les Russes ont indiqué, ils n'avaient pas beaucoup de lignes russes, hein, de lignes rouges, les Russes. Les Occidentaux ont prétendu avoir franchi des lignes rouges avec l'arrivée des F-16, avec les chars, etc. Mais cela n'était jamais déclaré comme des lignes rouges par les Russes. Ils ont toujours dit, nous allons répondre en fonction de ce que font les Occidentaux. Mais il y avait une ligne rouge militaire, c'était celle-là. Elle a été déclarée très tôt comme étant une ligne rouge de la part des Russes. Et pourtant, les Occidentaux la franchissent et ne semblent pas réellement vouloir accepter ou ouvertement, disons, accepter, déclarer le fait qu'effectivement, nous avons franchi une ligne rouge russe. Parce que ça fait partie, dans ce cas, ça devrait faire partie du raisonnement occidental. Nous franchissons une ligne rouge russe, donc, quelles pourraient être les conséquences? Il faut faire une analyse des conséquences. Est-ce que cette analyse de conséquences a été faite? Que pourraient faire les Russes au Moyen-Orient, en Ukraine? Et c'est ça qui est étonnant. On ne voit nulle part dans les médias occidentaux une analyse, et là les journalistes, les médias ne font pas aussi leur boulot, quelles pourraient être les conséquences? Les médias occidentaux ont de nombreux experts militaires. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ce genre d'analyse dans les médias occidentaux? C'est quand même le b.a.-ba. Il faut absolument faire cela. Est-ce que Zelensky et ses aides ont fait une analyse? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Zelensky que toute l'Ukraine perde son énergie et son accès à l'électricité? C'est incroyable, hein? Mais est-ce que simplement Thierry Burkhardt, est-ce que simplement l'état-major français fait-il seulement son travail? Parce qu'il ne suffit pas, monsieur Burkhardt, je dis monsieur parce que franchement, de mettre ses 5 étoiles et de mettre un treillis pour impressionner qui que ce soit sur votre légitimité de chef d'état-major. Gamelin avait plus de lustre que vous, parce qu'il avait, lui, fait une guerre, il avait fait une véritable guerre, il avait fait la guerre de 14-18. Vous, à part frapper nos frères serbes, je ne sais pas quel fait d'armes vous pouvez avoir à votre actif. Est-ce que est-ce qu'au moins l'état-major français alerte l'Élysée? Il a un aide de camp, il y a des généraux, il y a un amiral, tiens, qui est en charge de la dissuasion nucléaire, je crois, à l'Élysée. Est-ce que eux, au moins, alertent le pouvoir politique? Ou est-ce qu'ils sont le petit doigt sur la couture, comme le 11 novembre, comme le 14 juillet?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une certaine forme d'alerte, mais elle est probablement pas suffisamment claire et suffisamment forte parce que aujourd'hui, et nous notons quand même depuis quelques décennies que les militaires, les armées sont dans le politique. Ils ne souhaitent pas donner des conseils ou donner des avertissements qui vont à l'encontre des décisions politiques ou des positionnements politiques de leurs supérieurs politiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau ces dernières décennies. Ce n'était pas le cas pendant la guerre froide, par exemple. Pendant la guerre froide, il y avait quand même un vrai sérieux. On comprenait qu'il y avait un vrai danger dans certains cas. Et les années 60, les années 80 ont été très compliquées. On a frôlé la guerre nucléaire dans les années 60 et également dans les années 80 sous Reagan, et également avec des fautes qui ont presque été commises par les soviétiques. Et donc, à cette époque-là, les politiques, qui avaient d'ailleurs souvent une expérience militaire, parce que souvent les politiques des années 80 encore avaient parfois des expériences de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils avaient fait la guerre. Bush senior, je pense, c'est le dernier président qui a fait la guerre. Il avait 18 ans quand il a piloté un avion de chasse au-dessus du Pacifique. Donc, mais néanmoins, il a fait la guerre. Et après, et d'ailleurs, vous savez très bien que Mitterrand et d'autres, et évidemment De Gaulle, ont tous eu une expérience de la guerre, soit dans l'administration, soit directement au contact des troupes. Donc, je pense qu'avec la révolution ou le passage de génération et le fait que le militaire est devenu aussi moins important en Occident, puisque les budgets de défense ont diminué progressivement, parce qu'on estimait que c'est la fin de l'histoire. La démocratie libérale occidentale, elle a triomphé partout. Nous n'avons plus besoin d'armée. Nous allons réduire les budgets. Et donc, tout ceci contribue au fait que on n'écoute plus tellement les militaires, et les militaires ont ils ont beaucoup moins d'expérience, et ils ont aussi ils sont beaucoup plus politisés aujourd'hui pour faire carrière, aussi bien dans les françaises à ce niveau-là. Et vous pouvez les écouter aussi sur les plateaux de SCI. Hein, et pour faire carrière aux États-Unis, les généraux doivent être éminemment politiques dans leur positionnement. Et donc, ça veut dire acquiescer réellement le pouvoir. Les États-Unis ont une quantité de généraux 3, 4 et 5 étoiles qui est absolument stupéfiant. Si vous regardez la proportion de généraux par rapport aux conscrits ou à la somme totale des hommes qui font partie des forces armées, il y a une proportion complètement démesurée de généraux par rapport à ce qu'on retrouvait pendant la guerre froide, alors que la situation était beaucoup plus importante et l'armée était beaucoup plus grande. Néanmoins, vous aviez un pourcentage de généraux qui était beaucoup moindre et qui était, dans ce cas, évidemment, beaucoup plus écouté. Aujourd'hui, c'est une manière de faire carrière. Et ce sont des bureaucrates, souvent, des administrateurs qui ont pratiquement aucune expérience de guerre, et sûrement pas de guerre telle que celle qui est actuellement en cours en Ukraine. C'est l'armée mexicaine. Oui, on peut dire ça. Ouais. C'est ça qui nous met aussi en péril, parce que nous avons des politiques qui ne savent pas exactement quelle est la vraie situation. Ils n'ont jamais tenu un fusil, ou une mitraillette entre les mains. Les informations qui sortent de Kiev sont quand même très alarmantes. J'ai entendu à travers de sources fiables venant de la Hongrie. Oui. C'est des gens qui ont été en contact directement avec Zelensky lors des différentes réunions avec Zelensky, entre Hongrois et Zelensky récemment, qui disent que Zelensky vit dans une illusion complète. Il n'a aucune compréhension de ce qui se passe, du danger que l'Ukraine encourt et que lui-même encourt. Non seulement parce qu'il n'a aucune formation politique ou militaire, c'était un comique, et deuxièmement parce que
il est privé d'information. Aujourd'hui, et ça a été reporté par plusieurs médias aussi ukrainiens, des chaînes Telegram ukrainiennes, aujourd'hui, l'armée ne souhaite pas tout communiquer. Il ne souhaite pas communiquer l'information désastreuse venant du front. Et donc, non seulement il a peu d'expérience, il vit dans une illusion que avec l'Occident, il va gagner la guerre, mais deuxièmement, il est même privé d'information. Aujourd'hui, il ne reçoit pas toute l'information. Et ceci est extrêmement dangereux, et ceci rappelle effectivement un certain leader politique allemand en 1945 qui était dans son bunker et qui ne recevait pas toute l'information de ses généraux, la Wehrmacht, parce que ces généraux avaient peur des conséquences que ces informations pouvaient avoir sur se déranger. Et nous sommes à peu près dans ce même cas de figure. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais je vois quand même des parallèles avec l'Allemagne, l'automne 44 et le début de 45, dans cette obstination de ne pas vouloir négocier. À un moment donné, l'Allemagne a pris une décision de ne pas négocier. C'était la victoire qu'il fallait ou la mort. Et effectivement, le plan de victoire de Zelensky, le fait qu'il ne laisse pas un centimètre, il ne laisse pas un centimètre aux négociations, et il insiste que tous les territoires de 1991 de l'Ukraine, donc y compris la Crimée, doivent être restitués, alors que nous avons une position sur le front qui se dégrade de jour en jour. Et le Crimée, ça fait 10 ans qu'elle est russe, qu'elle est florissante. Donc, nous sommes dans un déni complet de réalité à Kiev. Et ceci est extrêmement dangereux. Parce que s'ils avaient, eux, même si les Occidentaux avaient été bellicistes comme ils le sont, si au moins il y avait un petit peu de sens de préservation de soi, un sens de préservation de son propre régime, un sens de préservation du peuple ukrainien, ils n'auraient pas accepté de tirer ces missiles. Donc, il y a une concordance de circonstances ici qui est assez exceptionnelle. Sans quoi, toutes ces situations n'auraient peut-être pas eu lieu. Le fait que nous avons un président Biden qui était déjà un néoconservateur, mais qui, en plus de ça, a perdu. Et effectivement, il en veut beaucoup à beaucoup de personnes. Donc, toute cette situation est absolument inouïe et très dangereuse. Absolument, et Finandrine, je pense que des produits euphorisants aident aussi à faire un peu planer Zelensky. En Europe, quels sont les seuls pays qui ne participent pas à la folie ambiante? Hier, dans nos échanges sur Radio Courtoisie, 2 pays d'Europe de l'Ouest étaient cités, l'Italie, l'Allemagne, Meloni et Scholz. Vous êtes d'accord avec cela? Eux ont l'air de comprendre que là, on est en train de franchir certaines limites. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a l'Espagne peut-être aussi, hein, qui ont toujours été très sceptiques, même s'ils sont membres de l'OTAN. Mais Scholz, c'est un politique faible. Il est encore plus affaibli maintenant. Il a fait un appel à Poutine, mais si vous regardez les déclarations de cet appel ou l'annonce officielle de cet appel, vous voyez qu'il n'y a aucune tentative de rapprochement avec la Russie. C'est tout simplement de répéter les messages, disons, assez agressifs envers la Russie pour dire nous n'acceptons pas l'agression russe en Ukraine, nous souhaitons que tous les territoires soient retournés à l'Ukraine. Donc, il n'y a aucune tentative de tendre la main, mais et ceci aussi pour des raisons de positionnement électoral, parce que il va être donc, disons, soumis à l'approbation de l'électorat. Et c'est tellement tabou aujourd'hui en Allemagne de dire qu'on souhaite la paix après tout ce qui a été investi. Donc, c'est très difficile. Je pense que Scholz comprend, il essaye, mais non seulement il a cette position de politique intérieure très, très compliquée, et en plus de ça, il est quand même beaucoup plus soumis en réalité aux États-Unis
de par l'histoire, de par le fait que l'Allemagne est quelque part aussi toujours occupée en réalité, occupée militairement et soumise politiquement aux États-Unis. Ils ont en réalité beaucoup moins de marge de manœuvre que la France. La France, c'est un pays qui potentiellement pourrait dire non. On l'avait déjà évoqué à cette antenne et d'autres personnes aussi. La France pourrait dire non. Macron pourrait, dès demain, dès aujourd'hui, faire un discours pour dire ceci doit s'arrêter. Nous nous opposons à la politique de Washington. C'est ce que la France pourrait dire. C'est Rien l'inverse. n'empêche Macron de dire cela. Mais effectivement, comme vous dites, c'est plutôt Mélanie et l'Allemagne qui ont un positionnement beaucoup plus sobre et essaye de temporiser, ne pas s'impliquer. Mais j'ai peur que la pression sur Scholz pour donner son accord pour les missiles Taurus, elle va augmenter. Et Scholz avait par le passé essayé de résister en ce qui concerne les chars, vous vous rappelez, mais finalement, il a toujours dû céder. Donc, il y a quand même des risques que lui aussi cède en ce qui concerne les missiles Taurus, de la même manière que je... Bon, la portée est plus importante, hein, c'est ça, Filandrine. 500 Oui, km, un minimum. oui, elles sont plus importantes, mais ce sont aussi des missiles qui n'ont toujours pas été tirés. Et cela veut dire qu'ils auraient un impact immédiat puisque les Russes ne les ont pas pris en compte. Vous vous rappelez que quand on tire des missiles, les premiers missiles qui sont tirés ont beaucoup plus de chances de passer parce que les systèmes d'anti-aériens russes n'ont pas encore étudié les trajectoires, étudié comment fonctionne ce missile. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une pression maintenant pour livrer les Taurus, parce que les Storm Shadow, les ATACMS, ils ont déjà été, analysés et compris par les Russes. C'est pour ça qu'au début, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, quand les Storm Shadow et les ATACMS ont été tirés, effectivement, au début, il y a eu quelques dégâts. Effectivement, il y a eu un taux de destruction qui n'était pas si élevé que ça, parce que les Russes étaient en train de calibrer et d'étudier. Et maintenant, c'est plus le cas. C'est pour ça que c'est l'innovation, quelque part, la nouveauté des Taurus qui rendrait la vie difficile pour les Russes au début. Mais de toute manière, ça ne changerait pas la trajectoire de la guerre. Et de toute manière, qu'il soit détruit ou pas, ce n'est pas ça qui font que la ligne rouge n'a pas été franchie. La ligne rouge est franchie pour les Russes du moment où les missiles sont lancés sur la Russie. Ensuite, si les Russes les détruisent ou pas, c'est une autre question. Mais effectivement, ceci explique pourquoi aussi il va y avoir maintenant une pression assez élevée sur Scholz pour donner son accord justement pour tirer les missiles Taurus. Ça va évidemment quelque part rendre la situation dans ce cas encore plus tendu, puisque, comme je l'ai dit, il y a des risques que les missiles Taurus touchent leur cible avec beaucoup plus de probabilité au début, au moins. Inversement, Finandrine, est-ce que on peut parer le danger des missiles hypersoniques, de ces fameux missiles hyper véloces? Plusieurs ont déjà été tirés. Est-ce que finalement, il y a des solutions pour éviter qu'ils n'atteignent leur cible? Je pense apparemment, il y a des solutions, mais c'est très compliqué. Ce que j'ai compris des missiles hyper véloces, c'est qu'ils ont une vitesse absolument incroyable quand ils sont en croisière et montent pratiquement dans la stratosphère, mais ensuite, quand ils descendent vers leur cible, pratiquement en verticale, évidemment, à cause de la friction, la vitesse diminue. Et donc, il y a certaines possibilités éventuellement de les toucher juste avant qu'ils atteignent leur cible, mais ça reste aussi à prouver et je pense que le taux de destruction serait très très faible. Et ceci est valable peut-être pour le Kinjal, donc c'est le plus simple entre guillemets des missiles qui ont été utilisés déjà par les Russes en Ukraine. Il y a un autre missile qui est même beaucoup plus sophistiqué à cause de son moteur, qui s'appelle le Zircon. Et celui-là a été utilisé d'ailleurs il y a quelques jours, apparemment, selon même le ministère de la Défense russe, lors de cette attaque qui a eu lieu il y a quelques jours avec 120 missiles. Il y en avait 2 d'entre eux qui étaient donc des zircons, donc très sophistiqués et quand même chers,
même pour les Russes, très chers. Ils ont été utilisés à Kiev. Donc ça, pour attaquer quoi, nous ne le savons pas parce qu'il n'y a pas d'informations sur ce sujet, mais on peut spéculer évidemment que ce sont des cibles très importantes au vu de l'utilisation de ces missiles qui ont une très, très forte valeur pour les Russes. On va peut-être savoir s'ils sont interceptables en mer Rouge, par exemple. Est-ce que c'est ça, finalement, ce qui est à attendre? C'est-à-dire que les Russes vont faire ce que nous faisons, c'est-à-dire nous frapper par des proxys. C'est possible. Est-ce qu'ils vont donner toutes ces technologies-là? C'est pas sûr, mais parce qu'il y a d'autres missiles aussi qui sont hypersoniques, mais peut-être pas aussi performantes que ces dernières. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. Il y a toute une panoplie, disons, d'ennemis de l'Occident qui sont basés en Syrie, qui sont en Irak, les Houthis. Il y a de l'aide accrue à l'Iran. Trump vient d'annoncer qu'il veut une politique de sanctions maximales, de pression maximale sur l'Iran, ce qui me semble quand même un petit peu étrange, étant donné que ça fait 40 ans qu'il y a un couvercle de sanctions sur l'Iran et que maintenant l'Iran se porte beaucoup mieux qu'en 2018 lorsque Trump était président. Mais néanmoins, vous avez tous il faut qu'à mon avis, Trump, son logiciel, il le change. Depuis les BRICS, depuis 15 ans, on s'est rendu compte que c'était plutôt l'Occident qui s'isolait lui-même et que ça ne sera pas suivi, tout simplement. C'est pour ça que Trump a été, son manque d'expérience politique, son manque de connaissance des relations internationales font que il a des positions qui sont très typiquement washingtoniennes, assez détachées de la réalité. De dire des choses comme ça, c'est quand même assez détaché de la réalité, et c'est donc un petit peu étrange que ses conseillers aussi lui accordent ce genre de commentaires. Il y a également l'occupation illégale américaine en Syrie. D'ailleurs, Trump avait été en faveur de cette occupation. Donc, on voit bien que l'administration américaine, surtout au Moyen-Orient, ne va pas forcément changer grand-chose, à voir, mais risque même d'empirer certaines choses. D'ailleurs, Netanyahou est assez, ou le gouvernement de Netanyahou est assez content de l'élection de Trump, parce qu'ils s'attendent maintenant à avoir pratiquement carte blanche, plus beaucoup d'aide, ou l'aide américaine qui est si essentielle pour l'Israël ne va pas s'arrêter. Donc, voilà. D'accord, très bien, Finn. Je vais vous laisser peut-être conclure votre intervention, puisqu'il est déjà 10 heures passées. Et il neige sur la France, dans un grand nombre de départements, des Yvelines en tout cas, au moins jusqu'au Loir-et-Cher, où je me trouve actuellement. Donc finalement, il faut quand même s'attendre dans cette période troublée à de nouveaux rebondissements et donc à des nouvelles périodes de tension. Ça paraît assez inéluctable. Oui, je pense que en réalité, cette décision de la Maison-Blanche va en fait renforcer les personnes qui ont les positions les plus dures en Russie, c'est-à-dire Medvedev et toutes les personnes autour de Medvedev qui disent déjà depuis longtemps, il faut maintenant arriver à une victoire, il faut que l'Ukraine soit démunie de ses capacités de nuire, et c'est urgent pour la sécurité nationale, c'est ça qu'ils vont dire, et leur argument va maintenant être entendu. Donc, ça veut dire que ces prochains 2 mois, la guerre risque de s'accélérer en défaveur de l'Ukraine. Et moi, je dirais en conclusion aussi, puisque nous sommes une chaîne française, c'est que les Français doivent essayer par tous les moyens de communiquer, de prendre position pour mettre de la pression sur l'Élysée, sur les Quai d'Orsay, parce que fait le Quai d'Orsay? Que fait l'Élysée? La France, quel rôle joue la France? Il faut que aussi les institutions et le peuple français fassent des communications beaucoup plus dures et prennent conscience de la sévérité de la situation et mettent de la pression. Nous ne pouvons pas mettre de la pression aux États-Unis. Nous vivons en France, donc nous mettons en France la pression sur les dirigeants français. Donc il faut à tout prix, par tous les moyens possibles, mettre de la pression
sur nos dirigeants qui sont supposément donc nos dirigeants qui nous représentent, qui représentent les Français. Donc, s'ils sont nos représentants, ils doivent suivre l'opinion publique. Donc, mettons de la pression sur nos dirigeants et demandons des comptes. Quelle est la stratégie française et que va faire la France pour arrêter cet embrasement? C'est ça la réalité. Et oui, ce serait bien en effet à la France d'être cette puissance pacificatrice. C'est dans sa vocation, absolument, oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Finandrine, pour toute cette expertise militaire, géostratégique, géopolitique. On ne manquera pas de faire appel à vous aussi souvent que c'est nécessaire, car en tout cas, moi, j'aime cette façon très logique avec laquelle vous abordez les choses sans un prisme idéologique excessif, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Mais en tout cas, nous, au sein de Géopolitique Profonde, on essaie d'avoir les meilleurs experts. Merci à vous, en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée et très bonne journée, Finandrine. Et merci. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.